Nous sommes dans le cadre. Oui, alors on va essayer de parler pour vérifier que le son passe. A priori, oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la deuxième table ronde de ce colloque CGE dédié à la cybersécurité. Je me présente, je suis Joël Courtois, anciennement directeur général de l'EPITA, aujourd'hui en charge de tous les aspects cyber pour les écoles du groupe Ionis. Et je serai accompagné de Mylène Jarozet, qui est en charge de la cybersécurité du groupe LVMH, également présidente du CESA. Bonjour Mylène. De l'autre côté, Didier Danet, qui est en charge du master spécialisé à Saint-Cyr-Pré-Quilan. Voilà, c'est ça. Bonjour. Et Rémi Février, qui est en charge des aspects cyber sur le CNAM et ancien officier de la gendarmerie. C'est bien ça? C'est ça. Alors, nous avons déjà eu une première table ronde sur laquelle nous avons pu constater l'importance de la préparation aux risques cyber et dans un spectre qui va bien au-delà d'un spectre purement professionnel et qui va bien au-delà d'un aspect purement technique. On a pendant très longtemps associé la cybersécurité à des composantes purement technologiques. On voit aujourd'hui, on l'a encore entendu tout à l'heure, que les attaques, les menaces vont toucher aussi bien des aspects technologiques, c'est exact, mais aussi organisationnels, la façon dont l'entreprise gère la prise en compte de la sécurité, dans des aspects juridiques, avec les risques aujourd'hui encourus par les responsables de l'entreprise quand ils ne sont pas à même d'assurer les aspects cybersécurité. Et puis, il y a du comportemental. Il y a notre fonctionnement à nous tous les jours, notre façon d'ouvrir un mail, d'ouvrir un document, d'ouvrir un fichier. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux du campus cyber. Michel Vandenberg nous a accueillis au début de ce colloque. L'apport que nous attendons de la création de ce campus cyber, c'est justement de permettre à des partenaires très différents les uns des autres de communiquer, d'échanger et de faire progresser le niveau de sécurité des entreprises, qu'elles soient dans le campus ou bien entendu qu'elles soient à l'extérieur de ce campus. Le campus travaille aussi, construit des groupes de travail dédiés aux aspects formation et cela va de la définition des métiers, sachant qu'il y a déjà des référentiels métiers qui ont été développés par l'ANSSI, par d'autres structures professionnelles, par certaines entreprises même qui ont défini leur catégorie de métiers liés à la cyber. Et puis, de l'autre côté, il y a des compétences qui vont reprendre les thèmes évoqués précédemment, thèmes technologiques, juridiques, organisationnels, comportementaux, etc. Donc aujourd'hui, il est en train de se bâtir une grosse matrice croisée entre les métiers et les compétences. Et je pense que c'est un outil qui sera à la disposition de toutes les écoles, puisque le but du campus, c'est de faire partager le résultat de ces travaux, qui sera à la disposition de toutes les écoles, de façon à pouvoir organiser, construire des cursus en phase avec les besoins du domaine. Alors, déjà sur cette vision, sur ces différentes composantes, j'aimerais interroger là, nos invités pour savoir s'ils sont effectivement eux aussi sur cette démarche qui, du coup, intéresse toutes les écoles de la conférence des grandes écoles. On aurait pu s'imaginer, si on était sur un aspect purement technologique, que l'on ne s'adressait qu'aux écoles d'ingénieurs. Si réellement on est dans un environnement où, si je résume, vous êtes dans un monde aujourd'hui qui est numérique, et si vous faites du numérique, vous êtes ouvert à de possibles attaques cyber. Cela veut dire que toutes les écoles, toutes les formations sont concernées par ces problématiques. Est-ce que tout le monde est en phase? LVMH, vous n'êtes pas sur un métier purement technologique? Non, en fait, effectivement, je pense que toutes les écoles doivent se sentir concernées par le fait cyber parce que la place du numérique dans tous les métiers est tellement forte, la dépendance du numérique est tellement forte aujourd'hui que la cyber s'inscrit très naturellement dans tous les métiers. Et tous les métiers contribuent à la cyber, en effet, parce que les attaquants n'utilisent pas effectivement que des moyens technologiques pour attaquer, ils utilisent de l'ingénierie sociale, ils utilisent différents procédés et les défenseurs utilisent aussi différents procédés pour se défendre, du process
de la technologie, de l'organisation, du contrat, parce que des fois, on transfère les risques à travers du contrat. Et cette compréhension des risques cyber, elle est complètement transversale à tous les métiers. Et on espère bien, effectivement, que toutes les écoles s'emparent du métier, du sujet cyber, pour développer une compétence minimale dans tous les métiers qu'on exerce. Aujourd'hui, sur les programmes que vous développez dans vos formations, est-ce que toutes ces composantes sont présentes soit au sein d'une même formation, soit déclinées sur plusieurs types de formations? Oui, alors nous avons la chance d'avoir dans l'école de Saint-Cyr-Coëtquidan à la fois une école d'ingénieurs et une école de sciences sociales et politiques. Donc on aborde effectivement l'ensemble des questions et nous parlons plus de cyberdéfense que de cybersécurité puisque nous formons des officiers. Et la cyberdéfense pour nous c'est quelque chose qui s'est développé par couches successives, par strates, avec en gros 3 temps, si vous voulez, pour essayer de dire un petit peu ce qu'on enseigne et pourquoi on l'enseigne. Je dirais qu'il y a eu une évolution en termes de cyberdéfense en 3 temps. La première, c'est en gros les années 90, où on a, pour prendre un ouvrage un petit peu connu qui est Cyber War is Coming, qui est fait par Arkela Ehrenfeld aux États-Unis, où en gros le message c'est nous dépendons de manière vitale d'Internet, Internet est fragile, il peut être attaqué, il va s'effondrer. Donc, il faut faire 2 choses. La première, c'est protéger les systèmes d'information, donc la cybersécurité au sens strict du terme. Et là, c'est une affaire essentiellement d'ingénieurs, informaticiens. Et puis, il faut sensibiliser les utilisateurs à cause de ce qu'on appelle à l'époque le facteur humain, terme que j'aime pas trop, mais bon, peu importe. Et c'est-à-dire l'idée que la principale des failles dans le château fort, c'est le fait que les gens laissent les portes ouvertes et que des attaquants vont pouvoir entrer. Alors ça a été le point de départ de ce qu'on a fait en cyberdéfense. Et puis ensuite, en 2014, deuxième document très important pour nous, c'est le pacte cyberdéfense qui est déployé par le ministre de la Défense, avec notamment une part très importante qu'on doit à l'amiral Moustillère, et dans lequel l'idée, c'est que la cyberdéfense, c'est quelque chose qui va plus loin que ce qu'on faisait jusque-là, parce que l'espace numérique est un champ de bataille. Donc si c'est un champ de bataille, ça veut dire qu'il faut développer une vision politique et stratégique de ce champ de bataille, donc une géopolitique du numérique, des infrastructures, des normes, etc., etc. Il faut développer un aspect à la fois défensif et offensif, c'est-à-dire que c'est bien de défendre le château, mais il faut aussi pouvoir porter des coups à l'adversaire. Donc on va développer tout ce qui tourne autour de la lutte informatique offensive. Et il faut développer un 3e point très important, c'est l'anticipation des risques et la gestion des crises. Anticiper les risques parce qu'il y en aura, donc il faut essayer de les imaginer à l'avance, et puis se préparer au cas où l'anticipation ne fonctionne pas, aux crises. Alors ça a été donc un enrichissement de nos formations. Et puis il y a un 3e temps qui est arrivé relativement récemment avec la vision stratégique décrite par le chef d'état-major des armées, général Burkhardt, qui lui a fait progresser encore l'approche de la cyberconflictualité avec 2 idées très fortes. La première, c'est que le cyber est un espace qui n'est pas isolé. C'est-à-dire qu'en gros, les armées doivent apprendre à agir à la fois dans leur milieu naturel, bon, pour l'armée de terre, c'est la terre, pour l'armée de l'air, c'est l'air et l'espace, etc. Et aussi dans ce que le général Burkhardt appelle des champs immatériels, c'est-à-dire des espaces ou des milieux créés par l'homme et qui s'interpénètrent avec les milieux naturels. Et donc, dans les champs immatériels, on a 3 grands espaces, c'est l'électromagnétique, le cyber et les perceptions. Et donc, il faut développer une nouvelle couche très importante d'intégration des actions cyber dans ces espaces et dans les manœuvres qu'on y déploie. Autrement dit, il n'y a plus de manœuvres cyber indépendantes du cinétique, il y a forcément une manœuvre globale dans laquelle s'intègrent des éléments cyber défensifs et offensifs. Et le 2e point très important dans cette vision stratégique du général Burkhardt, c'est l'idée que la guerre, le cyber et la conflictualité cyber n'intervient pas que pendant les conflits armés, elle intervient avant la guerre, c'est-à-dire qu'il faut se préparer, il faut préparer la dimension cyber du conflit avant. Il y a toute une conflictualité cyber qui se déroule sous le seuil, ce qu'on appelle sous le seuil du conflit armé, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de conflit armé, mais il y a du conflit cyber, avec des manœuvres qui peuvent être extrêmement importantes. Et donc, voilà, ce que nous formons, nos élèves que nous formons en cyber sont formés sur ces trois couches successives. Donc, vous voyez que ça inclut bien évidemment la cybersécurité, mais ça va très, très au-delà.
pour des militaires, ça me paraît tout à fait normal. Mais finalement, ce n'est peut-être pas un environnement très différent de celui de l'entreprise. Il y a le dernier volet qui était celui de l'anticipation, d'être justement prêt à recevoir ces attaques et à savoir les gérer en mode gestion de crise. Absolument. Lorsque l'attaquant a réussi à passer les protections mises en place. Et puis, il y a le fait que ce n'est pas un domaine traité à part des autres, mais comme dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est intégré dans toutes les fonctions, dans tous les métiers. Aujourd'hui, avoir un comptable qui n'a pas de notion de cybersécurité devient un risque majeur pour une entreprise. Donc, on est très loin là d'un service informatique qui donnerait des grandes directives générales. On est finalement assez proche de ce monde de l'entreprise. Absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs que le master spécialisé est ouvert à la fois aux militaires et aux cadres civils, soit des cadres civils des grands ministères régaliens notamment, soit des cadres civils des entreprises privées qui sont intéressées par cette approche des militaires en matière de cyberdéfense. Est-ce que sur le CNAM, vous abordez également le problème de façon intégrée ou plus segmentée? D'ailleurs, comme vous l'avez dit, et comme vient de le confirmer Danet, c'est indispensable. On ne peut pas aujourd'hui établir la cyber en tant que dimension à part. Au CNAM, nous avons créé le premier certificat de renseignement économique, puisque quand j'étais officier de gendarmerie, mais j'étais officier sous contrat, j'avais 2 domaines de compétences, l'intelligence économique, qui tendait largement vers la contre-ingérence en zone de gendarmerie, et la sécurité des systèmes d'information. Mais l'un est inclus dans l'autre. Vous parliez d'entreprise. Aujourd'hui, soyons clairs, comment pouvoir penser, établir un projet stratégique au sein d'une entreprise sans qu'il y ait de manière ou d'une autre, de manière, on va dire, plus ou moins forte, plus ou moins poussée, un volet SI et donc un volet cyber. Donc, moi, je milite dans mes travaux pour l'intégration de la cyber, notamment l'intégration des hackers. Quand je dis hackers, soyons clairs, c'est les services de renseignement, c'est les petits jeunes dans leur garage, l'image d'Épinal a fait beaucoup de mal, mais vous savez comme moi que les menaces sont diffuses dans les parties prenantes. Elles doivent être intégrées dès la création de la stratégie de l'entreprise. Et donc, au CNAM, on a décidé de ne pas se cacher derrière notre petit doigt. On m'a demandé de créer, j'ai créé un certificat de spécialisation renseignement économique, parce que pour tout vous dire, quand j'étais officier d'actif, j'ai fait plusieurs centaines de conférences sur l'intelligence économique et la sécurité des systèmes d'information, parce que moi, je venais du monde privé préalablement, et en fait, je passais toujours un quart d'heure à expliquer ce que voulait dire intelligence économique, ce qui était assez pénible. Si je tenais celui qui a traduit Business Intelligence, Competitive Intelligence par intelligence, je lui tendrais volontiers le cou. Et donc, on a créé ça, mais c'était quand même la première fois qu'un établissement, en l'occurrence un grand établissement public, osait mettre en place un diplôme appelé renseignement économique. Et dedans, évidemment, la cyber en fait partie, on monte en puissance. Mais je voudrais revenir à ce que vous avez dit, c'est-à-dire la sorte d'intersection que vous appelez de vos voeux entre les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs et je dirais même toutes les écoles. Comment limiter la cyber aux écoles d'ingénieurs? Je suis d'autant plus tranquille que j'ai la double formation, mais je pense sincèrement, et en fait votre école a été pionnière, et là pour le coup c'est l'expert qui le reconnaît, en matière de cyber, aujourd'hui tout le monde parle de cyber. Est-ce que c'est toujours sérieux? Je n'en sais rien, j'ai des doutes. Ceci étant, moi, ce que je vois, c'est l'évolution. Je suis intervenu dans une vingtaine d'établissements quand j'étais encore d'active, école supérieure de commerce, école d'ingénieur. Il m'arrive de faire des interventions ponctuelles soit en école toujours de commerce, dans les parisiennes, à l'ISC et autres, ou à Normal Sup, je suis chercheur associé. Eh bien, je suis toujours surpris de l'appétence des élèves et des autres profs pour la cyber. Et pour enfoncer le clou relativement à ce que vous disiez, je pense que l'avenir est à des sortes de joint venture entre école d'ingénieur et école de commerce, parce que moi, il y a quelque chose qui me désole, c'était déjà le cas quand j'ai commencé ma carrière comme responsable système réseau, 25 ans plus tard, c'est toujours le cas, dans beaucoup d'entreprises françaises, malheureusement, la DSI ne jouit toujours pas d'un rôle stratégique, n'est toujours pas vue pour autre chose qu'une fonction support relativement aux directions générales. Donc, moi, mon idée, en tout cas, et je pense qu'elle est assez partagée, en tout cas je l'espère, c'est qu'au-delà de la formation initiale ingénieur,
au-delà de la formation initiale manager. Je pense qu'il y a moyen de développer des formations qui constitueraient, je pense, qui permettraient de combler un manque, c'est-à-dire des top managers qui soient suffisamment, enclins à connaître la technique sans être des experts et en même temps en connaissant la stratégie, de manière à enfin avoir une strate de managers qui puissent être reconnus comme des interlocuteurs crédibles par les directions générales. Quand on aura ça, on aura gagné, mais il faut véritablement un lien direct entre les DSI, les RSSI, les DPO aussi, n'oublions pas les DPO, et le plus haut niveau de l'entreprise. Eu égard à ce que pourrait provoquer, ne serait-ce en perte d'avantage concurrentiel, voire même en menace contre la pérennité, une attaque cyber. Je crois que nous sommes au bon endroit pour poser ce genre de questions, puisque au sein de la conférence des grandes écoles, on va retrouver tout type de formation. Donc l'appel est lancé, retrouvez-vous, regroupez-vous, réunissez-vous, il y a des locaux au campus cyber, venez vous rencontrer et voir comment vous pouvez échanger vos expériences, mettre des programmes en commun. Aujourd'hui, quand on recrute chez LVMH, est-ce qu'on va recruter un directeur commercial en lui envoyant un mail piégé pour savoir s'il a des notions de base de cybersécurité? Non, mais par contre, il est certain qu'il faut que la cyber entre dans la culture de l'entreprise. En tout cas, il faut l'instiller. On a une discipline qui, j'entends qu'il y a de l'appétence effectivement pour écouter la cyber. C'est pas surprenant parce que c'est une discipline finalement très intéressante à entendre. Elle utilise beaucoup de ressorts, beaucoup de moyens. Voilà, on ne va pas dire qu'il y a du storytelling autour de la cyber, mais tout de même, on a des sujets tout à fait passionnants dans ce domaine-là et effectivement, heureusement, ça capte l'attention de différentes disciplines. Et moi, j'ai tendance à penser quand même que les COMEX maintenant ont conscience de la cyber. On va dire que depuis 3 ans, il y a eu une telle accélération d'événements cyber majeurs dans de grandes entreprises que je pense que tout le monde a idée quand même que la pérennité de l'entreprise peut être au moins sévèrement impactée par un fait cyber. Donc, oui, il faut effectivement que les directeurs cyber dans les entreprises aillent toucher, aillent sensibiliser, aillent expliquer aux directeurs commerciaux et à tous les métiers de l'entreprise qu'ils doivent se poser comme un acteur à part entière de la chaîne de défense de l'entreprise au niveau cyber. Alors, je vois passer dans le fil de discussion déjà des propositions de formation permanente, de formation continue. Je crois que Rémi a soulevé le problème. On n'arrivera pas à aller rapidement vers un univers numérique plus sécurisé si on ne forme pas tous ceux qui sont déjà en place. On ne va pas attendre la nouvelle génération pour avoir de bonnes pratiques. Donc, ça veut dire qu'il faut sensibiliser tous ceux qui sont déjà dans les entreprises, en commençant par le plus haut niveau d'ailleurs. Vaste programme. Comme je vous le disais, quand j'étais officier d'actif, j'ai fait plusieurs centaines de conférences devant des membres de board, des patrons de grands groupes, des patrons de PME, de TI. Alors évidemment, on m'écoutait poliment, du respect de l'uniforme. Ceci étant, le problème, voyez-vous, c'est que malheureusement, le seul argument que j'ai trouvé, alors j'espère que ça a évolué depuis, mais j'en suis pas complètement convaincu. Alors c'est pas, comme on nous le dit, les attaques au faux président, parce qu'à l'époque ça n'existait pas des masses, mais c'est tout simplement le fait d'expliquer que si d'aventure, dorénavant, on touchait à l'intégrité des données à caractère personnel confiées à l'entreprise, que ce soit de la part des clients, ce à quoi en général tout le monde pense, mais aussi en provenance des fichiers internes des employés, eh bien, les dirigeants allaient avoir des problèmes. Et là, bizarrement, il y avait une écoute beaucoup plus approfondie. Je ne dis pas que c'est miraculeux, mais je dis que c'est quelque chose qu'il vaut mieux diffuser. Après, soyons clairs, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que dans les grands groupes, c'est une problématique qui diffuse vraiment de plus en plus. J'attire juste votre attention sur le fait que plus de 95% des entreprises françaises ont moins de 20 salariés, et ça me semble loin d'être encore le cas dans le tissu de PME. Nous, en gendarmerie, on a 96% du territoire, donc les PME. Je vous assure que c'est compliqué, et comme vous le dites, l'exemple doit venir de haut. Quand on a un PDG, et contrairement à une image d'Épinal, encore une fois, il n'y a pas forcément une question d'âge. Je vois des gens qui sont plutôt âgés, qui sont absolument passionnés, et des jeunes qui, si vous me permettez l'expression, sont déjà vieux. Donc, ce n'est pas forcément une question d'âge, mais l'exemple doit venir de haut.
mais c'est malheureusement pas toujours diffusé. Pourquoi? Parce qu'ils ont la tête dans le guidon et ils pensent avant tout à la pérennité de leur entreprise. Et la cyber leur semble un peu éloignée. Une fois, j'ai eu dans mon bureau quelqu'un qui est venu, un chef d'entreprise, en ayant des propos très véhéments, en me disant « j'ai été attaqué, que fait la police, en l'occurrence la gendarmerie ?» Et son visage me disait quelque chose et je me suis rendu compte qu'en fait, il avait participé à une de mes conférences. Il avait écouté mes conseils et il n'en avait pas tenu compte. Je crois que vous avez raison, il y a deux thèmes. Là, je parle aussi d'expérience personnelle sur de la formation de dirigeants. Ce qui va effectivement les faire réagir, c'est le risque aujourd'hui juridique et financier extrêmement fort pour l'entreprise et la responsabilité personnelle du dirigeant qui est engagé. Et d'un autre côté, ce qui les fait réagir, c'est l'aspect ingénierie sociale que vont utiliser les attaquants pour aborder le plus haut niveau de l'entreprise. Et quand vous dites à un dirigeant que d'un seul coup, ses enfants, sa famille, ses parents vont être en quelque sorte mis sur écoute des réseaux sociaux de façon à aller chercher les éléments de faille avant d'attaquer l'entreprise par l'intermédiaire de ce président, il y a d'un seul coup un énorme point d'interrogation. Mais on s'attaque à ma famille, à mes enfants, mais ce n'est pas possible. Mais on revient toujours à l'intuitu personnel, malheureusement. Et donc, effectivement, il faut trouver, comme disait madame, des nouveaux leviers de diffusion et de sensibilisation. Et sachant que cette sensibilisation, alors ce qui caractérise la cyber, c'est que tout ce qu'on se raconte, parfois 2 ans après, c'est plus tout à fait ça. C'est-à-dire que les menaces évoluent vite et une des caractéristiques de ce secteur, c'est qu'il est sans arrêt en train de réinventer ses méthodes de défense et il est éminemment agile. Donc, il ne faut pas penser qu'on sort avec une formation cyber et que ça va servir. Bien sûr qu'il y a des fondamentaux, mais au-delà de ça, c'est un métier qui doit se remettre perpétuellement en question et essayer de s'adapter au contexte de la menace. Et ça fait aussi tout son intérêt parce que voilà, c'est un métier très vivant. Je partage complètement l'idée qu'effectivement, c'est un domaine dans lequel la part de la mise à jour des connaissances, de la recherche est fondamentale. Je pense qu'on ne peut pas concevoir une formation cyber si on n'a pas derrière des équipes de recherche qui travaillent justement sur l'anticipation de ce que sera le numérique dans quelques temps, les nouvelles méthodes d'attaque, etc., etc. Et je rejoins complètement l'idée qu'effectivement, la question de l'ingénierie sociale est fondamentale. Dans le domaine militaire, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais il est clair qu'il y a des efforts qui sont faits par des puissances qui ne veulent pas que du bien pour essayer de parfaitement connaître les chefs militaires, mais aussi les acteurs de terrain, de manière à éventuellement pouvoir agir sur eux lorsqu'ils sont en opération, à travers effectivement l'action sur les familles, l'action sur leurs personnes à eux. Et effectivement, on a ce type de choses à intégrer dans les formations, d'où effectivement une formation qui, par certains côtés, peut avoir des modules un peu spéciaux, justement sur l'ingénierie sociale, sur les méthodes d'attaque, etc., etc. La pluridisciplinarité dans les formations, elle se voit de toute façon à l'échelle d'une cellule de crise. Absolument. Si on focus sur une cellule de crise, on sait bien qu'il y a des gens qui vont investiguer, donc des techniciens, des analystes qui vont faire plutôt le stream d'investigation. On sait qu'il faut des juristes, on sait qu'il faut des communicants, on sait qu'il faut… voilà, il y a tous ces métiers-là. Et donc, du coup, on voit bien que ces gens-là, à la base, ils viennent de différentes écoles et ils mettent en commun, il faut un collectif en défense parce que la défense, c'est plus difficile que l'attaque. Et donc, il faut bien ce collectif et ça veut dire qu'il faut plusieurs types d'origine et de compétences. On le voit bien pour les opérations d'ingénierie sociale, il faut d'abord des psychologues, puisque c'est là que ça se joue. Et donc, c'est vrai que toutes les écoles peuvent apporter quelque chose, oui. Et simplement, il faut arriver à articuler leurs compétences, donc à les connaître déjà, à savoir qui fait quoi et qui pourrait apporter quoi. Moi, je vois par exemple, puisque je suis enseignant en sciences de gestion, les rapports très étroits qu'il peut y avoir entre le marketing, les techniques de marketing et les sous-bassements en théorie du marketing et les actions dans le domaine de l'influence ou du renseignement. Clairement, il y a un lien absolument évident. Donc, une école de commerce qui a des spécialistes de marketing a tout à fait sa place sur les questions cyber parce que précisément, ils ont tous les outils théoriques et pratiques presque pour travailler sur ces questions d'ingénierie sociale, de renseignement humain. Ils seront sûrement très intéressés à appliquer finalement ces méthodes, etc., à les dériver dans un secteur qui n'est peut-être pas natif, pas habituel, oui. Mais qui est tout à fait intéressant. Oui. Alors, il y a peut-être un message, puisqu'on parle de former les dirigeants. Nous sommes dans un colloque de la CGE. C'est peut-être aussi à sensibiliser même les directeurs de formation
parce que nous sommes confrontés au domaine. Mais de la même façon que si l'on veut faire passer la bonne parole dans une entreprise, il faut convaincre le dirigeant. Là, il y a peut-être effectivement, et ce colloque, après tout, tombe tout à fait à pic pour communiquer. Je sais qu'il y a parmi les participants des directeurs d'école, il y a peut-être aussi des RSSI ou des responsables de formation. Il faut que vous remontiez cette problématique de la cyber au niveau de la direction de toutes les écoles pour que, comme dans une entreprise, redescende ce message que la cyber doit être intégrée dans tous les niveaux de formation. Non seulement intégrée, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire tous les deux, c'est-à-dire que la cyber dépasse de loin, vous l'avez dit, le cadre technique, et ça aussi c'est un vrai verrou à faire sauter. Et moi aussi je suis en sciences de gestion comme Didier Danet, et je ne me vois pas travailler dans mes recherches sans avoir recours non seulement à mes collègues qui sont aussi en sciences de gestion dans d'autres domaines, mais j'irai même plus loin, avec des sociologues, moi je travaille aussi sur le contre-terrorisme, avec des gens qui se préoccupent de géopolitique, des historiens, évidemment des juristes. L'avenir de la lutte en termes cyber est latéral. Celui qui voudra faire du tube, c'est terminé, il n'y arrivera pas. Et donc il faut vraiment, et Dieu seul sait qu'on a des écoles en France, on rajoute les universités, ça fait quand même pas mal, il faut que vraiment ça serve, si j'ose dire, de catalyseur de rapprochement. Et tout le monde y gagne, et pour aller encore plus loin que vous, madame, c'est un sujet absolument, bon, nous on est convaincus bien sûr, mais c'est un sujet absolument passionnant, où on ne sait jamais ce à quoi demain on va être confronté. C'est comme le risque management, d'ailleurs ça en fait partie. Alors, on peut déjà tirer quelques enseignements, inciter donc les écoles à croiser leurs spécialités pour bâtir des programmes qui soient plus en adéquation avec cette problématique cyber, monter peut-être des programmes peut-être plus spécifiques à chaque type d'école en complément de formation, en formation continue pour les personnels qui sont déjà en place dans les entreprises. Il y a une autre problématique, si on veut aussi accélérer les choses sur cet environnement de protection, c'est comment motiver plus de jeunes à aller vers ces métiers. Parce que finalement, Michel Vandenberg le disait dans l'ouverture tout à l'heure, il y a 15 000 postes ouverts aujourd'hui sur lesquels on n'arrive pas à trouver les bonnes compétences. Comment rendre un petit peu plus sexy ces métiers de la cyber et la composante cyber que l'on va intégrer dans les autres métiers. Alors, est-ce que c'est par la peur? Est-ce que c'est par le fun? Quelle serait votre vision sur le fait, cette action de motiver les jeunes à s'engager dans ces métiers? Moi, je peux déjà éventuellement dire qu'effectivement, ce qui peut motiver les jeunes vers le métier de la cyber, justement, c'est la diversité qu'il y a dans ce métier. Et ça, je pense qu'il faut vendre justement cette capacité, cette diversité qu'il y a dans le métier. Et il faut vendre aussi le fait que ce métier, c'est un métier d'aventure. C'est un métier d'aventure dans le sens où ce qu'on fait en sortant de l'école, c'est pas ce qu'on va faire 3 ans après, c'est pas ce qu'on va faire 6 ans après. Et je crois qu'il faut attirer les jeunes qui ont un goût pour le mouvement. Et heureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont dynamiques et il faut voir que c'est un métier, ce n'est pas un métier de routine, ce n'est pas un métier c'est un métier où il va se passer beaucoup de choses, où il va y avoir également un investissement, un engagement, c'est un métier aussi d'engagement qui contient cette dimension-là. Et je pense que c'est sur ce genre de critères qu'on peut attirer des jeunes, pas simplement sur le contenu de la formation, mais aussi sur ce qu'il y a derrière ce métier. D'abord expliquer qu'il y a plusieurs métiers, mais que c'est un métier qui a une grande palette et surtout un métier dans lequel on ne va pas s'ennuyer à aucun moment. Je suis bien d'accord, mais je vais rajouter autre chose qui me tient à cœur, c'est qu'il y a aussi un effet, je pense, de complexe des élèves sortant d'écoles de commerce, de grandes écoles de commerce. Pourquoi? Parce que la cyber, on entend parler de pénétration, de chiffrement, de tout un tas de choses, et donc les aspects, on va dire, englobants, au sens philosophique du terme, liés à la cyber, demeurent dans l'esprit de beaucoup de gens, et notamment des jeunes, et je comprends la question, effectivement, ils sont souvent perdus, intimement liés au domaine technique. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a effectivement de nombreux métiers, il faut vraiment, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, il faut vraiment faire en sorte de développer des formations au sein des écoles de commerce, en partenariat avec des écoles d'ingénieurs, pour qu'il y ait une fertilisation croisée,
mais je suis persuadé qu'à l'avenir, les managers ne seront pas forcément les mains sur le clavier, mais qui seront, comme je le disais, reconnus comme des interlocuteurs, on va dire, crédibles par la direction générale, eh bien, trouveront leur place. C'est un métier qui non seulement est en tension, mais c'est un métier qui est un métier d'avenir pour les 30 ans qui viennent. Et ça ne se limite pas à la technique, il faut vraiment le savoir. La technique est indispensable, mais il y a tout un tas de strates et de places différentes à occuper de manière à vraiment sécuriser les entreprises. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, je vais même aller plus loin. Derrière, me semble-t-il, tout expert en cybersécurité qui aime son métier, qui veut le faire correctement, se cache quelqu'un qui, de près ou de loin, est occupé du service public, même s'il se trouve au sein d'une entreprise. Vous savez, quand j'intervenais auprès des entreprises, je n'ai jamais réussi, dans mes anciennes fonctions, à considérer les entreprises comme des machines à cash. Je voyais avant tout des assemblages d'hommes et de femmes, et j'imaginais une entreprise, c'est ce qui me motivait, attaquée par des concurrents ou des services de renseignement ou des mafias, ce qui allait induire à la fermeture de l'entreprise. Et j'imaginais des centaines de personnes au chômage, les familles éclatées, les paupérisations du territoire. Donc, qu'on le veuille ou non, même si c'est très ténu, même si ça peut paraître tiré par les cheveux, il y a une vraie logique de service public. Voilà, passer d'une vision technologique à une vision où l'humain devient essentiel. Est-ce qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter sur des masters spécialisés? Alors, est-ce qu'on a du mal à recruter? On est assez sexy. C'est compliqué. C'est compliqué parce que je vois aussi bien pour les masters spécialisés. C'est un peu différent pour les masters spécialisés, pour les formations initiales. On parlait des formations initiales, juste un mot sur la formation initiale dans notre école qui est particulière. Moi, mon problème, c'est d'arriver à convaincre un jeune qui s'est engagé dans l'institution pour être chef d'infanterie, pour être des métiers dans lesquels la technique est un petit peu loin, c'est d'arriver à les convaincre que ça fait partie de leur métier et qu'il faut qu'ils le connaissent parce qu'ils auront, même en tant que lieutenant sur le terrain ou capitaine, ils auront à agir dans ce domaine-là. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils auront à agir parce qu'il faudra qu'ils se défendent contre les attaques adverses, il faudra qu'ils fassent attention quand ils déploieront des opérations cyber au fait qu'il y a des réseaux neutres, par exemple, qu'il ne faut pas détruire, etc., etc. Et donc, si ils ont le sentiment confus que la cyber, c'est très loin, ce n'est pas eux, c'est l'état-major, c'est les spécialistes, et c'est très technique, donc ce n'est surtout pas pour eux parce qu'ils ne sont pas forcément ingénieurs. Et donc, il faut arriver à surmonter ça. Et comment on fait ? Moi, une des recettes, j'en suis pas forcément fier, mais c'est de jouer sur le côté un peu mystérieux, renseignement, etc. Parce que dès lors qu'on dit à des élèves, voilà, on va vous réunir en séminaire et on va vous mettre en face d'officiers qui font de la lutte informatique offensive et de la lutte d'influence. C'est-à-dire qu'ils vont sur les réseaux sociaux sous des profils un peu trafiqués pour essayer de faire passer des messages, etc. Ça, évidemment, c'est James Bond tout de suite. Et donc, c'est vrai qu'auprès des jeunes officiers, ça a le mérite de leur montrer que d'abord, ce n'est pas qu'une affaire de techniciens purs, mais c'est aussi une affaire de gens qui savent écrire, qui savent parler des langues, qui savent interpréter des messages sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et puis, ce n'est pas des choses réservées à l'état-major très très haut, c'est aussi au niveau de terrain. Donc ça, c'est très important. Après, pour les masters spécialisés, je pense que les gens qui viennent chez nous, c'est parce qu'ils ont conscience que c'est intéressant de dialoguer avec des militaires sur ces questions-là et qu'on parlait d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs, mais je pense qu'aussi les entreprises devraient se rapprocher du monde de l'administration et du monde militaire. Je pense qu'il y a là des expériences croisées à fertiliser. Et ça, je pense que c'est la grande motivation. Parce qu'encore une fois, on ne fait pas un master technique, on fait un master qui est orienté sur tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Alors, comme vous avez parlé de recherche, je rebondis sur une question. Quel type d'activité de recherche en cyberdéfense, sur quel type d'activité de recherche peut-on impliquer des élèves dans une école d'ingénieurs? Alors, nous, on a plusieurs types d'implications. Pour les élèves ingénieurs, on a des projets de recherche, par exemple, sur intelligence artificielle et influence. C'est-à-dire comment éventuellement, grâce à l'intelligence artificielle, on peut éventuellement détecter des manœuvres d'influence, ou, puisqu'on est l'armée qu'on a le droit de le faire, comment est-ce qu'on peut éventuellement mettre l'intelligence artificielle au service de nos propres opérations d'influence. Voilà. Ça, c'est un sujet qui est traité en ce moment par un de mes collègues, à la fois sur le terrain de la recherche et sur le terrain de la transmission vers les élèves. Sinon, on a d'autres sujets qui ne s'adressent pas qu'à des ingénieurs. On a un sujet, par exemple, sur la question de l'intégration de l'ensemble des effets produits par une armée à travers ce qu'on appelle des policy challenges, où on essaye de faire
comprendre aux élèves comment apprendre une question cyber d'un point de vue global et en se mettant en position de conseiller d'un gouvernement ou d'un chef de gouvernement. Et donc, à ce moment-là, on ne traite plus les questions techniques parce que le chef du gouvernement, il ne s'y connaît pas plus en cyber du point de vue technique que le chef d'entreprise ou que le Pékin moyen. Mais il faut arriver à faire prendre à ces décideurs des décisions importantes qui concernent aussi bien l'économie privée que l'économie publique, qui mobilisent des acteurs dans tous les domaines. Et donc, ça, voilà, on essaie de leur donner cette vision-là et on a un projet comme ça de formation sur ce terrain. Un commentaire sur la recherche? Oui, enfin, la recherche, moi j'ai la chance d'être dans la seule équipe sécurité, défense, renseignement de France. Et donc, je dirais par essence, il y a une pluridisciplinarité qui nous permet d'adresser tout. Mais effectivement, nous aussi, on a des élèves, notamment des juristes, qui n'ont pas forcément une appétence, fort importante au début, mais qui se rendent compte, à leur grande surprise, que la dimension juridique, elle est liée à la cyber avec le RGPD, mais attention, encore une fois, pour moi, la cyber constitue un sous-ensemble, au sens quasiment mathématique du terme, du renseignement économique et de la sécurité économique. Et, excusez-moi, mais alors, en sécurité économique, l'aspect juridique, avec RGPD, Discovery et ainsi de suite, le Cloud Act et ainsi de suite, on est en plein dedans. Donc, en gros, je pense qu'il y a aussi une dimension qui est très liée à la recherche, c'est de dire la recherche sur la cyber s'inscrit dans un domaine plus large qu'il nous faut absolument adresser en France, que ce soit à l'université ou en grande école, de manière à rattraper autant que faire se peut notre retard sur des pays qui sont soi-disant nos alliés, mais qui, effectivement, entre deux guerres chaudes, continuent une guerre souterraine. Et là, vous le dites bien l'un et l'autre sur les exemples que vous prenez, lorsque l'on parle de recherche en cyber, encore une fois, on n'est pas forcément dans de la technologie, on n'est pas en train d'écrire des algorithmes. Ah non, il en faut, bien sûr. On va chercher de la donnée. Mais je dirais que c'est une partie qui devient aujourd'hui, minoritaire, au vu, comme on l'a dit, de l'intégralité des métiers à adresser et de l'intégralité des problématiques sous-jacentes. Regardez, une entreprise aujourd'hui, quel est le fil rouge d'une entreprise? Quelle est la colonne vertébrale de l'entreprise? Eh bien, le SI. Il y a plein de patrons qui ne s'en sont pas aperçus, mais regardez le RP. Il y a quelque chose qui fait grincer les dents, admettons-le, c'est la mise en place des ERP en mode SaaS, c'est-à-dire à distance. Et à chaque fois que j'entends ça, dès que je vois un mur, j'ai envie de me taper dessus. Pourquoi? Parce que je connais des entreprises, y compris les grands groupes, malheureusement, qui choisissent cette solution. Ça, c'est software as a service, c'est-à-dire qu'en gros, vous translatez non seulement vos OS, mais également vos applications et les datas à des prestataires dans un endroit du monde où, quelquefois, les services de renseignement n'ont pas trop de mal à aller chercher. Très bien, je sais qu'il y a une limite financière derrière, il y a une volonté de réduire les coûts, mais de grâce, à minima, conserver un mirroring au sein de l'entreprise des informations stratégiques. Moi, c'est quelque chose, justement, je pense, où il y a vraiment une pédagogie à faire et où on voit poindre là la nécessité d'avoir des leaders, des dirigeants, des managers qui comprennent l'intégralité de ces problématiques qui vont au-delà de la simple cyber. Oui, et qui sachent identifier ce qui est donné pouvant être éventuellement exporté ou données vitales à conserver. Là, même dans votre exemple sur l'IA, dans la recherche, si c'est du machine learning, le plus important, c'est la sélection des données que l'on va traiter, beaucoup plus qu'un aspect mathématique ou informatique. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis ensemble effectivement à la fois des ingénieurs informaticiens et des gens qui sont davantage portés sur les sciences sociales et politiques. Donc, il y a des juristes, il y a des psychologues. Voilà, on réunit des équipes vraiment dans lesquelles on ne se pose plus la question de savoir si on est pluridisciplinaire, parce que de toute façon, c'est comme ça. Si vous prenez par exemple, il y a un groupe de recherche qui travaille beaucoup sur tout ce qui est cyberdéfense, datasphère, qui s'appelle GEOD, géopolitique de la datasphère. C'est un groupe dans lequel il y a un nombre très important de chercheurs, et certains sont informaticiens, certains sont juristes, certains font des relations internationales, la géopolitique, parce qu'ils font cet ensemble-là. Si vous voulez travailler sur la géopolitique des flux, il faut aussi bien comprendre ce que c'est qu'un autonomous system et un BGP, que le droit qui va avec. Voilà. Donc, on ne peut pas faire la distinction. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus faire cette distinction. On a éventuellement un autre, pour rebondir sur le sujet des juristes et de la recherche, on peut évoquer ce
qui se passe depuis un peu plus d'un an, où on a eu deux affaires. On a eu d'abord l'affaire SolarWinds, où on a vu qu'on a un logiciel qui a été infiltré par des attaquants, un logiciel standard de grande diffusion. Et grâce à cette infiltration, la version diffusée a atteint 15 000 clients de ce logiciel, dont des très gros clients, et a fait des dégâts très importants. Là, les juristes, ils ont vraiment un éclairage à apporter sur la façon dont on achète du logiciel. C'est un vrai gros sujet qui a été complété cette année, en fin d'année 2021, par l'affaire Log4j, où on a eu à nouveau, on s'est rendu compte que dans le monde entier, énormément de gens développent en utilisant un petit module open source qui s'est avéré vulnérable. Et d'un seul coup, dans le bas de combat, on a une quantité phénoménale d'applications qui contiennent ce module et qui sont vulnérables. Et là, on a vraiment besoin de travailler avec des juristes sur qu'est-ce que la sécurité d'un logiciel qu'on achète. Est-ce que quand on achète un produit, une cocotte minute, qu'elle saute à la figure, on va aller voir le vendeur de la cocotte minute en disant il y a un défaut? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à un vendeur de logiciel, etc. Donc, on a plein de sujets ouverts qui dépassent complètement le cadre des défenseurs habituels, du technicien qui va défendre, mais qui va creuser un point technique important, mais qui est un point technique juridique, par exemple. Et alors, en plus, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas propre à la cyber. La cyber n'est pas du tout quelque chose de nouveau de ce point de vue-là sur l'interdisciplinarité. Je pense par exemple à ce que font mes collègues de l'ESSEC ou Antoine Boutinon-Dumas, ou plus dans le Nord, à Lille, Christophe Collard, Christophe Roquilly, qui travaillent sur droit et management, en disant que le droit, c'est une technique, mais elle doit être au service du projet stratégique et du management de l'entreprise. Et on ne se pose pas la question de savoir s'il faut mettre des juristes et des managers. Naturellement, on met les deux ensemble, et sinon on ne peut pas y arriver. Donc, je veux dire, la cyber n'est pas quelque chose où on apporterait une solution totalement nouvelle en disant qu'il faut que les gens travaillent ensemble. Pas du tout, ça se fait déjà dans plein de domaines, et je pense qu'en matière de droit, par exemple, ça a ouvert aux juristes des portes absolument incroyables. Enfin, je sais qu'il y a une cinquantaine de, je crois que c'est à peu près l'ordre de grandeur, une cinquantaine de juristes gestionnaires qui sortent de l'ESSEC chaque année. C'est des gens qui ont une très très bonne formation en droit et qui sont pris en charge par l'ESSEC pendant un an pour leur donner les bases de la gestion, du management, de la stratégie, et ça devient des juristes stratèges. Et ça, on en a besoin parce qu'on en a très peu. Et les juristes stratèges sont capables effectivement de mettre le droit au service d'une stratégie. Alors, ça peut être une stratégie de renseignement économique. Le droit peut servir à faire du renseignement économique ou à lutter contre le renseignement économique adverse. Et donc là, on ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'on va s'y prendre. Ben non, on fait du droit et du management, et ça marche très bien. Donc il faut qu'on fasse la même chose avec droit et cyber. Bon, alors nous sommes tous d'accord pour dire que c'est un domaine passionnant, que quelque part, on ne fait pas bien le job sur la façon de le montrer aux jeunes, pour les attirer, pour les faire venir. Là, il y a des questions qui sont arrivées. Quelle est la meilleure façon de se renseigner sur les formations en cybersécurité, courte ou longue? Aujourd'hui, cybersécurité fait partie des mots-clés de Parcoursup. Donc, pour une région donnée ou pour toute la France, si vous tapez le mot cybersécurité, vous verrez arriver aussi bien des formations de BTS que de bachelor, que de licence, que d'ingénieur, avec le mot-clé cybersécurité. Donc, on arrive quand même à trouver de l'information. Mais on sait que les CIO ont quand même un rôle très important dans les lycées. Il y aurait peut-être une action à faire au niveau du ministère pour faire passer ce message vers tous les CIO en leur disant il y a des métiers nouveaux, allez vous renseigner, ou les écoles pourraient très bien se mobiliser pour concevoir quelques documents à transmettre au ministère et à faire circuler ensuite dans les CIO pour diffuser plus largement ce message. Le pôle d'excellence cyber a fait un gros travail, le pôle d'excellence cyber qui était implanté à Rennes, a fait un gros travail de recensement des formations en cyber. Alors, je ne sais pas si c'est complet, mais voilà, sur le site, on trouve des renseignements intéressants. Donc, pôle d'excellence cyber, voilà, situé à Rennes, mais qui a une vocation nationale. Une autre question sur les certifications. Alors, en tant que recruteur, une certification PIX, ça vous dit quelque chose? Alors, en fait, je ne sais pas, moi, si je regarde complètement toutes les certifications, ça contribue, mais en fait, il y a aussi le parcours au niveau du recruteur, en tant que recruteur, qui est finalement les projets que le jeune a choisis, qui sont assez illustrants. Bien sûr que les certifications sont une preuve de la connaissance de certains éléments techniques, mais pas que.
Alors, moi, j'aime bien ce qui se fait avec les certifications fixes parce qu'au moins, c'est quelque chose qui va s'intéresser aux plus jeunes. Et là aussi, il y a un message à faire passer au niveau de l'éducation nationale sur l'information dès le plus jeune âge du risque cyber. Moi, Oui, j'étais assez... Et pas que technique. Mais regardez, même d'un point de vue technique, les programmes qui ont été développés pour les nouvelles filières informatiques dans les lycées, c'est une très bonne chose que l'informatique rentre. Il n'y a, je ne veux pas dire rien, il n'y a quasiment rien sur la cybersécurité. Et lorsque je me suis entretenu avec l'inspecteur général qui avait piloté le projet, alors que nous avions eu des échanges sur ce besoin d'intégrer de la cybersécurité, la réponse a été de dire « mais c'est quelque chose de beaucoup trop compliqué, on ne peut pas enseigner ça au collège ou au lycée ». Et là, je crois qu'on était exactement face aux problématiques que l'on a évoquées depuis le début de cette table ronde, à savoir que la complexité, parce qu'il le voyait, je pense, à travers une complexité purement technique. Et l'exemple que je lui ai répondu, c'est de dire que je ne sais pas forcément comment marche un moteur à explosion, maintenant un moteur électrique, mais ça n'empêche pas d'enseigner le code de la route aux plus petits pour leur éviter de se faire écraser. Mais la complexité ne doit pas être un frein à l'enseignement, parce que si on part comme ça, en fait, on fait de la philo l'année du bac. Mais il y a eu des expérimentations d'enseignement de la philo à des enfants de 6 ans et qui sont extrêmement positives. Donc, il ne faut pas imaginer que parce qu'une discipline derrière, bah oui, effectivement, il y a une certaine complexité à embrasser le sujet cyber, raison de plus pour éveiller les gens autour de ce sujet le plus tôt possible. La complexité ne doit jamais être un frein au fait d'aborder une discipline. Bien au contraire. Et puis de la même façon qu'enseigner le code de la route très tôt fait peut-être apparaître des vocations de gendarmes, faire de la cybersécurité très tôt amènera peut-être à des vocations vers le Justement, vous voyez qu'aujourd'hui, dans tout un tas d'écoles, que ce soit la police ou la gendarmerie, fait passer, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le petit brevet là, avec de sécurité routière. On y arrivera forcément avec la cyber, mais c'est toujours lent. Après, cette dimension technique, quelquefois, elle constitue un vrai handicap, à la fois en termes de compréhension et après en termes d'action. Mais pourquoi? Parce que les décideurs, quelquefois, ont subi les systèmes d'information bien plus qu'ils les ont intégrés ou accompagnés. Et psychologiquement, je dirais, sans être au café du commerce, eh bien, tout ce qui est SI est égal à technique pure. Donc, on ne parle même pas de DSI dans certains cas, on en est toujours à direction informatique. Et je pense que ça rajoute de la complexité psychologique là où il y en a beaucoup moins. Et effectivement, là aussi, il y a un vrai travail, si vous me permettez l'expression, d'influence, et d'influence pour la France, si j'ose dire, ce qui est très, très différent, auprès des décideurs ministériels. Oui. C'est un message à passer très tôt et qui ira certainement vers la création de ces vocations vers les plus jeunes et de les amener vers ces métiers. Et si vous me permettez, quand j'interviens dans une école, je suis frappé de quelque chose. Vous savez qu'en France, on a tendance à considérer, c'est quasiment structurel, que quand on est jeune, on est bête. Eh bien, moi, je vous garantis, non, c'est assez impressionnant, mais vous savez très bien que quelquefois, c'est ça, malheureusement. Eh bien, moi, je vous garantis que depuis environ 5 ans, les élèves que j'ai, je n'enseigne qu'en M2, les élèves que j'ai sont paradoxalement beaucoup, beaucoup plus réceptifs aux risques numériques, que ce soit dans le cadre professionnel ou pour eux, que n'étaient même des gens 5 ans, enfin 10 ans en l'occurrence, auparavant. Donc, je pense que même si c'est encore insuffisant, il y a une sorte de prise en compte. Snowden est passé par là, bien sûr, il y a eu un certain nombre de choses, et de proche en proche, après avoir eu une génération digital native qui était avant tout occupée du vecteur communicationnel sans s'occuper de ce qu'il y avait autour, on a des gens des jeunes qui commencent à prendre du recul et qui se disent, d'accord, il y a un aspect positif, mais voyons maintenant les aspects négatifs. Et je pense que c'est de bon augure. Oui, il y a aussi une chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne part pas de rien. Moi, je travaille régulièrement avec des profs d'histoire géo de lycée qui abordent les questions du numérique à travers l'histoire, la géographie. La géographie, je veux dire, si en géographie, on ne s'intéresse pas, par exemple, aux câbles sous-marins, aux routes numériques, on passe quand même à côté d'un des enjeux du XXIe siècle. Et donc, qui peut mieux traiter les questions de routes numériques que les profs de géographie? Ils ont tous les outils intellectuels pour le faire. De la même manière, en histoire, il est évident qu'aujourd'hui, les grandes confrontations de puissance se passent
aussi sur le terrain numérique. Et donc, je ne vois pas comment un prof d'histoire pourrait s'abstraire de cette réalité-là. Donc, je pense qu'ils le font déjà. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire l'état des lieux, à voir là où il y a encore des trous, certainement il doit y en avoir, et puis essayer de trouver les bonnes formules qui permettent de sensibiliser les jeunes. Par exemple, il y a des questions qui les concernent directement, mais la question du harcèlement, qui est une question aujourd'hui dans les lycées et les collèges qui se pose de manière lourde, avec des suicides d'ados, etc., etc. Je pense que ça ne serait pas incongru que l'éducation nationale s'en empare et, à travers le thème du harcèlement, puisse commencer à expliquer ce que c'est qu'un réseau social, comment ça fonctionne, les effets d'amplification, etc. Et là, on ne serait pas forcément dans la... Et on pourrait arriver à la technique, d'ailleurs, après, au bout. Mais on ne commencerait pas par ça, et on s'adresserait directement à des questions qui me paraissent importantes, enfin, même pour la société, qui me paraissent importantes. Alors, dans le groupe de travail du campus cyber, je l'ai dit tout à l'heure, il y a à la fois un aspect formation pour recenser les métiers, les compétences. Et donc, je pense qu'à par l'intermédiaire de la CGE, je pourrais créer un canal de diffusion de l'information pour que toutes les écoles soient en temps réel informées de ces travaux. Il y a aussi un groupe de travail sur l'aspect vocation et on n'y échappera pas dès qu'on est dans une conférence cyber, vocation et féminisation. Puisque, je sais, le sujet n'est pas original, mais on le remet toujours sur la table parce qu'on espère bien un jour arriver à faire bouger les lignes. Je n'ai pas envie de poser la question à la panéliste, plutôt aux hommes. Pourquoi n'arrive-t-on pas à amener plus de femmes dans ces métiers? Écoutez, je vais vous donner un exemple et après une réflexion. Je pense que beaucoup de femmes s'autocensurent. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est le poids de l'histoire, en disant bon ouais, non, mais les maths, la physique, l'informatique, c'est des affaires de garçons, on n'est pas au niveau, et ainsi de suite. Il y a de quoi devenir fou quand on entend ça. Mais par contre, je vais vous donner un exemple, alors là, pour le coup concret. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis spécialiste en intelligence économique et donc en contre-ingérence. Et à ce titre-là, j'ai connaissance, vous l'imaginez, de tout un tas de gens qui se sont fait avoir par des personnes, on va dire, assez affectueuses et autres. Je dois, dire en toute honnêteté que sur les centaines d'exemples que j'ai eu à traiter dans ma carrière, ou que j'ai eu à connaître, d'utilisation de la naïveté, je n'ai jamais vu une seule femme victime. Donc je pense que voilà, c'est une nature à faire réfléchir sur la capacité des femmes non seulement à intégrer la cyber, mais quelquefois à être beaucoup plus sérieuses et beaucoup moins vulnérables qu'un homme. Plus vigilante. Voilà. Pour compléter ce qu'a dit Rémi, effectivement, si on regarde la dimension technique de la cyber, il est clair que c'est un milieu d'hommes. Et je crois qu'on doit être à 10-12% de femmes en général. Donc, c'est vraiment très peu. Mais si on élargit un petit peu le champ de vision et qu'on s'intéresse au recrutement, par exemple, du ministère de la Défense en matière de personnes qui travaillent de personnes qui travaillent sur les questions d'influence, etc., où on a besoin de gens qui font des relations internationales, qui font du droit, qui font de la psycho, qui font des langues, etc., le milieu est beaucoup plus féminisé. Il y a beaucoup plus de femmes qu'on recrute dans ce domaine-là, donc dans le champ, pas technique, mais dans le champ de l'influence et de ces questions. Moi, je pense donc pas. Je ne voulais pas que cette question vous soit adressée, voilà, mais je vous laisse la parole, évidemment. Je suis obligée de réagir. Je pense que ce n'est pas un métier ni pour hommes ni pour femmes, c'est un métier pour tout le monde. Donc ça, c'est ma conviction. C'est un métier passionnant pour tout le monde. Et toutes les dimensions de ce métier sont passionnantes, c'est-à-dire on peut aimer telle et telle composante de ce métier. Il y a différents métiers dans la cyber, vous l'avez compris, je crois qu'on est en train d'expliquer que la cyber est un panel et c'est ça c'est une palette de compétences qui fait que ça fait appel à toutes sortes de leviers. Donc moi je pense que c'est un métier éminemment non-genré, il n'y a aucune raison qu'il y ait plus d'hommes ou de femmes. Est-ce qu'il y a un point de l'histoire, est-ce qu'il y a je ne sais pas quoi qui a fait que, parce que c'est aussi un métier jeune, donc on pourrait se dire normalement il n'y a pas de raison, il n'y a pas de parti pris. Il y a des métiers, et on l'évoquait en aparté tout à l'heure, il y a des métiers, par exemple le métier de médecin, il y a quelques dizaines d'années, était un métier masculin, c'est devenu un métier féminin. Voilà, il y a des basculements comme ça qui se font. Je suis convaincue que le métier cyber va évoluer vers un total équilibre parce qu'il n'a aucune raison dans toutes ces spécialités, quelles qu'elles soient, il n'y a aucune raison
que les femmes ne s'y intéressent pas parce qu'il y a tous les sujets d'intérêt. Et donc, évidemment qu'il faut attirer de plus en plus de femmes à y venir parce que la diversité favorise la qualité de la défense. Je suis convaincue que le fait, tout métier où il y a une diversité, forcément une diversité pas simplement dans le genre, mais aussi dans les styles des personnes en cyber, on a tout intérêt à avoir une diversité pour avoir une meilleure défense. Donc voilà, on doit travailler pour la diversité et expliquer qu'elle n'est pas du tout justifiée aujourd'hui par aucun critère. Je vais revenir à l'instant sur la question des types de formation. Alors là, nous sommes dans un colloque de la conférence des grandes écoles, mais on sait que toutes les grandes écoles ont défini aussi des programmes de type bachelor ou post-formation initiale. Je disais tout à l'heure que sur campus, je vais y arriver, notre magnifique outil de sur Parcoursup, merci. Nous avions ce mot-clé. Il faut savoir que la demande des entreprises, c'est aussi beaucoup diversifié, un peu comme ce qui s'est passé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si vous remontez de l'intelligence artificielle, il y a 30 ans, c'était une problématique de chercheurs. Puis, c'est quand ça a commencé à rentrer dans les entreprises avec, là aussi, je dirais presque des postes de recherche dans l'entreprise, avant que l'on arrive à une phase aujourd'hui où des outils sont commercialisés et où on a besoin déjà de former beaucoup plus de personnes et puis de former à l'utilisation simplement d'outils. Le même mécanisme est en train de se produire dans la cybersécurité, où l'on allait chercher des personnes extrêmement qualifiées parce qu'on faisait, j'allais dire, de l'analyse au cas par cas, en allant voir ce qui s'était passé derrière une attaque. Donc, on avait besoin d'ingénieurs, de chercheurs pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a des outils à foison qui arrivent sur le marché. Il s'agit d'outils matériels ou d'outils logiciels. Donc, on a aussi besoin de techniciens, de personnes capables de mettre en œuvre ces technologies et de personnes qui les intègrent dans leur métier au quotidien. On l'a évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure. Donc, je crois que dans notre mission en tant que grande école, nous avons aussi ce regard à porter sur des programmes différents, hein, et se dire que la cybersécurité concerne tous les types de formations. Si vous êtes aujourd'hui une école d'architecture, la cybersécurité fait partie aussi de votre métier, ne serait-ce... J'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, que les architectes aimaient bien, par exemple, diffuser leurs plans, leurs travaux, une fois qu'ils avaient conçu quelque chose parce que c'était un peu la renommée, leur image. Ça veut dire que ces données-là peuvent être récupérées par des attaquants pour s'en servir d'un vecteur de pénétration dans un bâtiment ou dans une structure. Donc, vous voyez à quel point on a un spectre large et sur lequel cette sensibilisation doit être faite et pour lequel chaque métier, dans chaque formation, doit s'approprier cette composante cyber. Et si vous permettez une anecdote concernant justement ce qui est architecture. Vous avez parlé effectivement d'une diffusion intempestive de plans. Moi, je vais vous parler de la construction des nouveaux buildings, des smart buildings. Eh bien, je vous garantis, moi j'ai travaillé sur une étude relativement au smart building. Aujourd'hui, un des problèmes auxquels on est confronté, c'est d'avoir des gens qui se font engager par des sous-traitants qui vont construire le building, surtout s'il s'agit potentiellement d'un immeuble qui va servir de siège social ou de grosse business unit à une entreprise ou alors, encore pire, à un service gouvernemental. Eh bien, aujourd'hui, avec la volonté d'économiser, la volonté de mettre de l'IA partout, la volonté d'avoir des flux qui soient régulés en temps réel, on peut envisager, comme il y a le security by design, on peut envisager le hacking by design. C'est-à-dire que dès la construction, non, je sais que ça fait en général peur, mais malheureusement c'est ça, on peut envisager aussi en matière d'urbanisme des immeubles qui, dès le départ, pourraient faire l'objet d'attaques. Vous mettez une backdoor quelque part dans un flux, vous pouvez faire énormément de dégâts une fois que l'immeuble est fini, c'est-à-dire à une période durant laquelle le temps de latence fera complètement oublier ce qui s'est passé avant. Donc vous voyez, même dans ce domaine-là, il y a de la cyber dans plusieurs cas de figure. Tout à fait. Et on l'a évoqué aussi à travers dans des métiers comme les métiers du luxe sur LVMH, vous avez là aussi beaucoup de données sensibles qui peuvent intéresser des hackers.
et pour lequel les métiers doivent être sensibilisés si on veut éviter les fuites de données. Mais tout à fait. Je pense que le métier du luxe, c'est comme beaucoup de métiers, il y a peu d'entreprises finalement qui n'ont pas à préserver des secrets de fabrication, des secrets stratégiques, des projets à venir. Effectivement, on a évoqué que des secrets sur ses employés, parce que c'est normal, il faut le protéger, le secret de ses clients. Donc, je crois que le nombre d'entreprises qui ont déjà ce panel-là, il est considérable. Donc, oui, bien sûr qu'il faut protéger ça. On évoquait les cabinets d'architectes. Peut-être qu'effectivement, le fait de publier sur un espace partagé, alors ils ne sont pas tellement aidés parce qu'il faut dire que nos outils numériques, autant il est facile de publier de l'information, autant se rendre compte à mon mimi, les bons partages, les bons droits, etc. Les outils du marché aujourd'hui ne donnent pas une très bonne visibilité, donc on ne peut pas non plus en vouloir à tout le monde de ne pas toujours savoir se protéger, mais heureusement, ça commence à être de mieux en mieux connu et toutes les professions doivent effectivement apprendre à protéger leur patrimoine, les architectes et tous en effet. Et ça aussi, il y a une vigilance à avoir chez tous les acteurs parce qu'il y a aujourd'hui des solutions qui sont quand même des solutions nationales, qui évitent que ces données partent sur des serveurs à l'autre bout du monde. Il y a et encore, il y a un doute, il y a des outils même conçus peut-être par des entreprises moins renommées que des grandes entreprises internationales, mais qui sont des outils de très bonne qualité, développés en France par des équipes locales et sur lesquels on a quand même plus de garanties de protection de ces données que sur des outils que l'on va retrouver en open source, sur le net. Oui, mais il y a un effet de snobisme. Vous savez, je n'ai pas fait que des conférences quand j'étais d'actif, j'ai aussi fait des audits, notamment dans des pôles de compétitivité. Une fois, je suis tombé, par charité, je ne dirais pas sur lequel, de toute façon, c'est classifié, mais vous pouvez imaginer qu'un jour, je suis tombé dans un pôle de compétitivité sur un serveur dont le sous-traitant, l'infogérant, était une filiale d'un grand groupe étranger. Donc, je dis au directeur général, écoutez, voilà, j'ai levé un lièvre, entre guillemets, et donc, eh bien, je pense que vous aurez à cœur dorénavant de bien vouloir changer de prestataire. Et il me dit, c'est curieux, parce que justement, il y a 3 mois, un collègue à vous de la DGSI m'a dit la même chose. Ouais. Écoutez, si on est deux à vous dire la même chose, là, vous pouvez considérer qu'il faut vraiment faire quelque chose. Il me dit, non, mais moi, il me convient très bien, mon prestataire, je n'ai pas envie d'en changer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il me dit, non, vous vous rendez compte, la marque est prestigieuse, je ne dirais pas laquelle, mais c'est un grand groupe. Et donc, il y a un effet de snobisme. Et c'est compliqué de faire comprendre, comme vous le dites, que des 2S2I françaises, et Dieu seul sait qu'on en a des innovantes, même si après, malheureusement, pour les questions de financement, on les récupère, on les retrouve aux États-Unis. C'est vraiment compliqué de pousser tout ce milieu qui a un écosystème, selon moi, absolument remarquable. Mais le branding est vraiment quelque chose qui nous fait beaucoup de mal. Et à chaque fois qu'un projet innovant arrivait dans le pôle de compétitivité, les tarifs baissaient de prestataires. C'est ça. Donc, plus sérieusement, on a fait un petit peu là, ce tour d'horizon, formation initiale, formation continue. Je sais qu'il y a parmi les écoles de la conférence un certain nombre d'écoles d'ingénieurs qui ont des spécialités en cyber. Et je pense que mes collègues d'autres écoles seront d'accord pour dire que nous nous mettons à disposition de l'ensemble des membres de la conférence pour proposer des aspects d'enseignement technologique, de la même façon que des écoles de management de droit peuvent, en sens inverse, apporter. Il faut créer cette fertilisation croisée entre les compétences de chacun pour répondre à une problématique qui est une problématique globale et non pas à une problématique sectorielle. Pour l'attractivité, je pourrais aussi, à travers le campus, faire un retour vers la CGE et donc vers toutes les écoles sur ce qui est imaginé. Nous essayons de travailler sur la conception de petites capsules vidéo. Je ne sais pas si on arrivera à trouver les budgets, les financements. On aimerait bien tourner avec le Bureau des légendes pour avoir quelques épisodes cyber qui donnent une vision différente aux jeunes aussi bien sur le profil des attaquants que sur le profil de ceux qui sont attaqués. Là aussi, casser l'image du jeune à capuche pour voir les experts en cyber maintenant différents. Le jeune à capuche, il existe, mais il n'est pas dangereux. Non. Et ce n'est pas lui le plus dangereux. C'est pas lui le plus dangereux, non.
S'il n'y avait que les jeux de capuche, on s'en sortirait. Nous travaillons également sur la création d'un jeu vidéo que l'on voudrait être à la fois d'abord un vrai jeu pour qu'il ait un côté viral, qu'il se diffuse et que les jeunes aient envie de le télécharger et de jouer avec, mais qui soit en même temps de l'information. Et qu'à travers les actions de chasse entre des pirates et des corsaires sur des réseaux informatiques, eh bien, il y a l'apprentissage de ce qu'est un équipement, de la différence entre un switch et un routeur, même si ça n'intéresse personne à la base, mais qui permettent de comprendre qu'il ne se passe pas la même chose et qu'on n'a pas les mêmes dangers technologiques. Et en y intégrant aussi des dimensions sociales qui font partie de cet environnement. Voilà, un petit peu des choses qui se font. Les entreprises du campus, sachez-le aussi, sont censées collaborer à cet effort de formation. Donc, ce sera aussi le moyen pour vous tous, dans toutes les écoles, d'aller chercher des spécialistes en disant, puisque vous êtes dans cet environnement, par vocation, vous êtes censés vous aider à mieux former les jeunes. Donc, voilà un petit peu tout l'écosystème avec lequel on va essayer de travailler. Je pense que la CGE va être un partenaire derrière toutes ces écoles intéressantes pour remplir tous ces challenges. Challenge de formation initiale, challenge de formation continue. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez, vis-à-vis de toutes les écoles qui sont là, un dernier message à faire passer d'encouragement, de motivation, il faut y aller, il ne faut pas se contenter d'avoir écouté le colloque, maintenant il faut agir pour ceux qui ne se sont pas encore engagés dans cette démarche? Bon, je pense que tout le monde est conscient du problème. Enfin, je pense, à travers les relations qu'on peut avoir avec d'autres établissements, tout le monde est conscient du problème. Mais on n'a pas forcément la formule magique pour l'aborder et faire réussir à tous les coups. Donc, il faut peut-être tâtonner un petit peu, mais voilà, il faut absolument que ça se passe. Un colloque de directeurs d'école, on va faire venir tous les directeurs d'école. Ils sont là. Pas que. Non, mais pour prendre un certain nombre d'arguments, je pense qu'aucune école, évidemment, les écoles d'ingénieurs, mais également les écoles de commerce et les autres écoles ne peuvent plus se passer, alors, dans le cadre des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce, de filières cyber, mais de manière plus large, d'injecter, alors peut-être pas des capsules, je vais rester de l'ancien monde, des unités d'enseignement cyber durant toute la période durant laquelle l'élève prépare son diplôme. Quand je dis, unité d'enseignement, ce n'est pas forcément de la cyber pure avec du pentest, ou en tout cas des vidéos de pentest. Ce que je dis juste, c'est éduquer même des gens qui sont en bachelor, des gens qui sont en BTS, en formation courte, par des UE successives qui les amènent d'un niveau présumé zéro en matière de sécurité des systèmes d'information à du management des systèmes d'information pour arriver finalement à un niveau correct en cyber, même si ce n'est pas leur futur métier. Parce que, évidemment, prenons un futur directeur financier qui aura suivi ce genre de sensibilisation durant 5 ans ou 3 ans en école de commerce ou la même chose en école d'ingénieur, un directeur R&D. Quand il aura le RSSI de son entreprise qui viendra le voir en disant « Attention, qui pour vos plans R&D, qui pour vos comptes financiers, vous risquez d'avoir à faire face tôt ou tard à des concurrents indélicats, voire même carrément malhonnêtes, et d'autres attaques », eh bien, ça va lui parler et il sera d'autant plus enclin à pouvoir réagir. Donc, vous voyez, c'est de l'essaimage, si j'ose dire, à la fois ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité de former les dirigeants actuels, donc formation continue, mais également à former les dirigeants de demain, y compris, on va dire, dès le collège et le lycée, on l'a vu, mais après aussi, par des injections, sans jeu de mots, successifs, non pas de SQL, mais de bonnes pratiques numériques durant leur cursus, même s'ils ne choisissent pas les systèmes d'information pour exercer leur carrière par la suite. Je crois que je suis complètement en phase avec l'idée que dans toutes les disciplines, dans toutes les écoles, il faut éveiller la réflexion sur les risques autour de la cyber. Il faut juste que, quelle que soit la discipline que l'on apprend, on comprenne ce qu'est le risque cyber. On n'a pas besoin d'avoir tous les outils en main parce qu'on va s'appuyer effectivement peut-être sur d'autres personnes, mais au moins si on a compris ce qu'il y a derrière l'exercice de son métier, les risques autour de la cyber, on a déjà
mais on est déjà mûr après, effectivement, pour aborder une discussion ultérieurement quand on est confronté au problème et ne pas l'avoir du tout au moment où on apprend la discipline. C'est vraiment très dommage parce que c'est une composante qui va se poser dans le cadre dans l'exercice de sa discipline. Donc, je suis effectivement complètement en phase avec ça. Puis après, bon, ceux qui veulent faire que de la cyber, ben, c'est très bien, mais faire que de la cyber aussi. Je jette un dernier coup d'œil sur la discussion pour voir s'il est arrivé autre chose. Je vois un petit point sur la sécurisation des IoT qui me fait se connecter de neurones. On a beaucoup parlé du fait qu'en dehors des formations d'ingénieurs, il fallait que les autres métiers soient sensibilisés à la cyber. Mais à l'intérieur même des formations d'ingénieurs, on pense souvent aux ingénieurs en informatique ou aux ingénieurs purement cyber. Mais ce sont tous les ingénieurs. Et là, cette remarque sur la sécurisation des IoT, concevoir un merveilleux système mécanique, électronique ou quel qu'il soit. Si les formations ne parlent pas de cyber, c'est qu'elles passent à côté de quelque chose. Voilà, si quelque part vous n'y intégrez pas cette dimension sécurité, vous mettez le loup dans la bergerie. Et même au-delà, je veux dire, dans n'importe quelle école de commerce où des étudiants ont une montre connectée et utilisent des applications qui les localisent, etc. Nous, on a eu le problème avec des militaires qui utilisaient un logiciel Strava pour courir autour de leurs et enregistrer leurs performances. Et ils n'avaient pas conscience forcément au départ que quelqu'un pouvait accéder, n'importe qui en fait pouvait accéder à ces parcours. Et donc, on peut en tirer des informations. Donc, je pense qu'effectivement, les IoT, ça va être un défi absolument monumental pour tout le monde. Enfin, surtout sur un théâtre d'opération. Ah bah, une autre question ? Oui, la question sur les SCADA. Oui. Alors, là, ça n'engage que moi, mais en ce qui concerne la cyber-industrielle, il y a tout un tas de domaines qui me font peur en matière de cyber. Mais alors, celui qui me fait le plus peur, c'est la vulnérabilité des systèmes d'information industriels. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, donc les systèmes d'information industriels, la vulnérabilité majeure de demain, y compris pour le pays, elle est là. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'on est plus idiot que les autres, c'est tout simplement parce que dans les années 80 et 90, je vous rappelle que les balbutiements d'Internet en France, c'est 93, pour ceux qui se rappellent les affreux modems qui sifflaient, moi personnellement j'aimais bien parce que ça voulait dire que ça fonctionnait. Donc, mais bon, ce n'était pas très agréable. Mais il faut se dire une chose, c'est qu'un système informatique, d'information industrielle a une durée de vie très très longue. Et l'exemple type, c'est un système d'armes, comme un avion de combat ou un navire de combat. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de nombreux systèmes d'information industrielle aujourd'hui ont été conçus à une période où on n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent être à un moment ou à un autre connectés. Et on a gardé des langages qui étaient très intéressants pour justement la conception et l'automatisation, la gestion de ces systèmes d'information. Aujourd'hui, il est grand temps de passer à autre chose et de les sécuriser. Ça, c'est un vrai défi. Donc, effectivement, c'est quelque chose sur lequel il y a des recherches. Et puis, si vous voulez une piste de réflexion, c'est tout simplement le pourcentage aujourd'hui du commerce international qui se fait par voie maritime. Et qu'un navire connecté aujourd'hui, même la barque du pêcheur, un sonar pour trouver le poisson, je vous laisse deviner un transatlantique ou un porte-container. On peut en faire des choses. Donc ça fait partie des défis à relever très vite. Avec des cycles de vie, effectivement, qui sont très différents de ce qu'on connaît par ailleurs. Et donc, tout le problème, c'est que les vulnérabilités, elles n'attendent pas un cycle de vie de 10 ans, ça ne marche pas. C'est un problème. C'est un des problèmes des hôpitaux. Pourquoi est-ce qu'ils sont si fragiles ? C'est parce qu'ils ont des systèmes qui datent d'époques très, très différentes et que c'est très difficile de sécuriser ça correctement. Même si on a la meilleure volonté du monde, c'est très compliqué de sécuriser ce genre d'installation. Challenge des IoT, challenge de l'industrie 4.0 ou 5.0, challenge aussi de l'intégration de l'IA. Ah oui. C'est un domaine sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler dans mon école, de dire comment faire des systèmes intelligents, mais sur lesquels on garde un niveau de sécurité. Parce que donner la main au système, on verra ce que nous dit l'analyse de l'incident d'hier sur le vol New York-Paris, donner la main au système, il y a un moment, qu'est-ce qui nous garantit la qualité et la sécurité de ce qui se passe derrière ? Le high frequency trading, on est un exemple. Exactement. Donc c'est Mylène qui avait raison pour synthétiser le tout. C'est un métier passionnant où il y a des choses qui bougent tout le temps et où il y aura toujours des choses nouvelles à apprendre, que l'on soit dans l'école ou que l'on soit déjà en entreprise. C'est quand même la nouveauté.
Donc, venez nous rejoindre, passez le message à vos étudiants, venez nous rejoindre dans la cyber, il y a des choses fantastiques à faire. Nous sommes pile sur le timing, je crois. La prochaine table ronde débute à 14 h. Et je vous invite donc à manger un petit quelque chose et à nous retrouver dans un petit peu plus d'1 heure sur le même canal. À bientôt. Au revoir.